Pour cet après-midi, on va vraiment se focaliser sur un retour sur le millésime. Donc, je répéterai quelques éléments de ce qui a été dit tout à l'heure, par Arnaud notamment. Mais j'essaierai vraiment de faire le lien entre la partie météo et la partie agro. Sachant que la méthode, un peu l'analyse, la structure de l'analyse que je vais faire en différentes phases pour la saison, c'est vraiment quelque chose que mon associé Thibaut Scolache a mis au point, puisque c'est lui l'agronome de la société. Donc voilà, juste pour être totalement transparent sur la propriété intellectuelle. Voilà, donc pour cette analyse, malheureusement on n'a pas encore des sites partout en Provence, ça va bien pas tarder. On s'est basé vraiment sur deux endroits, le Canet des Morts et Rognes, et donc toute l'analyse va être sur ces deux sites. Et donc vous allez voir que je vais découper la saison en phases. Donc il y a 5 phases dans la saison. La première phase qu'on appelle la phase hivernale, c'est entre novembre et 1er mars. Après il y a phase 2 et 3 qui sont en gros entre 1er mars et le 21 juin. C'est vraiment la croissance foliaire. Après 21 juin jusqu'à la véraison. Après véraison, ce qu'on appelle la phase 4, c'est la phase 5, c'est la phase de maturation, et donc entre véraison et puis la vendange. Donc sur cette première phase hivernale, on en a un peu parlé, mais c'est vrai qu'on a eu un hiver très très sec jusqu'à assez tardivement, jusqu'à début décembre, mi-décembre. Et puis après, ça a été un hiver relativement arrosé, donc on voit un 2018 un peu entre 2017 et 2016. Donc 2017 qui avait été en effet très très sec, mais rappelez-vous, il y avait eu de forts orages au mois de novembre. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu cette espèce d'énorme pic à 300-400 mm très tôt. Donc un hiver bien arrosé quand même. Donc le temps thermique, juste pour rappel, le temps thermique pour nous c'est un paramètre très important, c'est l'accumulation thermique de tous les degrés qui sont au-dessus de 10 degrés. Et on considère que c'est un paramètre à suivre parce que c'est très lié au développement foliaire de la vigne. Donc pendant l'hiver, évidemment, il n'y a pas de feuilles, mais ce qui est intéressant, c'est de suivre en fait ce développement parce que potentiellement, ça peut être lié aussi au réchauffement du sol et donc à l'activité du sol. Donc on voit que 2018 est plutôt dans la moyenne des autres, avec une période froide, notamment au début de l'année, et puis après un gros réchauffement en février et mars. Après, au niveau variabilité géographique, évidemment, sans surprise, il y a des fortes variabilités d'est en ouest, donc du simple au double au niveau précipitation, et c'est également vrai au niveau thermique, puisque on voit là sur le temps thermique, là aussi il y a de fortes variabilités entre les deux zones. Et enfin, sur la partie température moyenne, donc ça c'est des choses qu'on regarde notamment par rapport à l'activité du sol, l'activité microbienne, puisque quand les températures descendent en dessous de 5, en fait on considère qu'il ne se passe plus grand chose. Et donc c'est vrai que ça peut être assez important qu'il y ait des périodes relativement chaudes. Donc on voit là que globalement il a quand même fait très chaud, sauf quelques passages froids en février et puis tôt dans l'année en janvier. Voilà, donc les conclusions sur la phase 1, donc des faibles précipitations jusqu'au début du mois de décembre, mais bon après des pluies régulières, et on verra que c'était un peu la marque de l'année. Donc des réservoirs racinaires qui sont peut-être pas tout à fait remplis au début de l'année, mais bon, ça va être compensé. Des mois qui sont relativement chauds et plutôt au-dessus de la normale, on l'a vu avec Arnaud. Donc clairement, au niveau des pratiques, à ce moment-là de mars, au 1er mars, on pouvait se demander si le débourrement serait précoce ou pas. Et c'est vrai que vu les températures assez douces et le fait qu'il a quand même plu, on pouvait se dire qu'il y avait une bonne minéralisation du sol, ce qui est important pour la croissance foliaire, ce qui a sans doute expliqué aussi une croissance foliaire conséquente. Donc après, la phase 2 et la phase 3, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment 1er avril, 15 juin et 15 juin, 15 août. Donc vous voyez qu'au niveau des facteurs liés à la qualité, on va avoir l'assimilation azotée qui va vraiment arriver à la fin du printemps, et puis la croissance foliaire qui commence, l'élongation des rameaux, et puis le déficit hydrique qui peut devenir important
sur la période avant véraison. Donc on verra qu'est-ce qui s'est passé cette année. Et pourquoi c'est important tout ça? Il y a une phase de mobilisation des réserves jusqu'au bouton floraux séparé. Et c'est important que l'eau soit pas limitante pour que en fait, le moteur de la croissance soit la température. Et c'est aussi à ce moment-là que que la plante accumule de l'azote. Donc c'est vraiment... En gros, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que par rapport au fonctionnement de la plante, il y a des choses qui peuvent arriver qu'à un moment en vigne. Et donc si vous manquez la fenêtre, c'est un peu comme les traitements, c'est fini, quoi. Donc c'est vraiment très important de considérer que l'année a des phases et que si la phase est passée, il n'y aura pas de rattrapage. Alors après, sur cette deuxième phase, on a eu un cumul thermique assez rapide. Encore une fois, on voit des différences régionales. Mais bon, c'est pas non plus hallucinant. Et on a bien vu avec Arnaud que globalement, on avait une saison très chaude et assez uniformément chaude. Et la différence, en fait, finalement, entre les deux, si on revient là, la différence, en fait, entre les deux régions, c'est surtout au tout début qu'elle se fait, puisqu'on voit que sur la partie Rogne, ça a mis un peu plus de temps à se réchauffer. Et donc, c'est aussi ça qui explique qu'au niveau des débourrements, même si on avait eu une année plutôt chaude au début, les débourrements ont été à peu près normaux, et sans doute un peu plus tardifs sur la partie Rogne. Sur la partie précipitation, là, je ne vais pas en rajouter, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais donc, ce qui a marqué le millésime, c'est non seulement des volumes importants, très importants par rapport aux normales saisonnières, mais surtout une fréquence très élevée. Donc là, c'est ce que disait Caroline. Énormément de jours de pluie sur 60 jours, entre 1er mai et 30 juin, 50% de pluie, ce qui est énorme. Enfin, on a l'impression d'être en Champagne, quoi, là. Ou Vietnam aussi. C'est vrai que la température, c'est plutôt le Vietnam. Donc voilà, ça c'est vraiment le fait marquant du millésime. Donc, donc des accumulations thermiques lentes jusqu'au 15 avril, ce qui fait que la saison elle a plutôt commencé dans la moyenne, pas très rapidement. Des pics de précipitation qui ont donc accéléré les maladies, et la fréquence aussi qui a évidemment favorisé le terrain pour les maladies. Et donc des précipitations abondantes et des températures très douces. Et donc ça, pour le coup, ça a été extrêmement favorable à tout ce qui est assimilation, croissance foliaire. Et donc c'est pour ça qu'on a vu certaines vignes qui avaient des racines qui grandissaient en dehors de la zone du sol, mais également des surfaces foliaires qui étaient sans doute très importantes par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Et donc la question qui se pose, c'est par rapport au statut hydrique, dans ces cas-là, que faire de l'enherbement? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le garder un peu plus pour favoriser la compétition? Et donc le timing de la première irrigation, qui d'habitude dans la région est une question très difficile et qui, c'est vrai, cette année était sans doute un peu moins présente dans les esprits vu tous les problèmes de maladies qu'il y avait et l'absence de déficit hydrique. Voilà, donc pendant la phase 3, pour revenir sur les éléments importants, c'est le moment où il y a vraiment un prélèvement dans les sols. Donc l'azote, c'est la fin du prélèvement de l'azote. Donc là encore, si vous avez passé cette phase, après ça ne sert plus à grand chose. Après, il faut passer aux foliaires. Et donc c'est aussi dans cette phase que se développe la surface foliaire et que le coefficient de culture se met en place. Donc juste pour être clair, on va en reparler sur la partie flux de sève, mais le coefficient de culture, c'est vraiment la capacité de la plante à capturer la lumière. Donc c'est vraiment le moteur de la vigne. Et donc c'est ça qui va permettre à la plante de faire des fruits et d'aller jusqu'au bout de la saison. Donc si la croissance foliaire est plus basse, si la coefficient de culture est plus bas, sans doute que le rendement sera plus bas par exemple. Et donc normalement dans cette phase 3, c'est là qu'on voit les premiers signes de déficit hydrique. Donc on va voir si au niveau du flux de sève, ça a été le cas pour cette saison. Donc rapidement pour expliquer la méthode pour ceux qui n'étaient pas là les années précédentes. Donc en fait le capteur de flux de sève, c'est vraiment un moyen finalement d'écouter la plante et de lui demander si elle a soif. Donc comment ça marche? C'est un capteur qui est installé généralement, on ne peut pas l'installer très tôt parce que c'est une mesure thermique. Donc généralement on installe le capteur en mai voire juin. C'est un espèce de manchon qui se met sur la partie horizontale de la plante.
qu'on peut le voir aussi là à gauche. Et à l'intérieur de ce manchon, vous avez ici un capteur une résistance chauffante. Donc en fait, on chauffe en permanence la vigne. Et de part et d'autre de ce chauffage, on a des capteurs de température qui sont vraiment collés au bois et qui mesurent la vitesse à laquelle la chaleur est déplacée par la sève. Et en fait, la différence de température entre l'amont et l'aval du capteur nous donne un débit. Et comme tout ce qui passe ne revient pas, ça nous donne une quantité d'eau qui quitte la plante. Donc on mesure ça en flot. On sait que le nombre de grammes d'eau qui quitte la plante par heure. Et donc on le convertit en millimètres par heure pour savoir exactement ce qui quitte la plante toutes les heures et tous les jours. Alors par exemple, c'est un élément intéressant que vous connaissez peut-être pas, mais en gros, l'eau circule dans la plante à peu près 1 mètre par heure. Donc si vous irriguez, je sais pas moi, si vous commencez votre irrigation le matin à 8 heures, au niveau du capteur de flux de sève, on va commencer à avoir l'augmentation du flux de sève vers 10-11 heures. Donc ça, c'est une information, donc le volume d'eau qui va quitter la plante, c'est une information très importante pour comprendre le déficit hydrique. Par contre, ce n'est pas une mesure du déficit hydrique. Clairement, le statut hydrique va vous renseigner sur la demande climatique, sur la quantité d'eau disponible dans le sol. Ça va être aussi quelque chose qui va être en fonction du cépage et du porte-greffe. Et l'architecture foliaire va aussi jouer un rôle. Donc vous pouvez imaginer que si vous avez une plante très grosse, vous allez avoir plus d'eau qui va être transpirée que si vous avez une plante toute petite. Par contre, pour passer de cette mesure de transpiration à une mesure de déficit hydrique, il y a vraiment une conversion qui doit être faite pour prendre en compte l'environnement en fait. Et donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on calcule ce qu'on appelle l'indice de déficit hydrique. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été inventé par Frission. Et c'est un ratio entre la transpiration réelle et la transpiration maximale. Donc la transpiration réelle, c'est mesuré par le flux de sève. Et la transpiration maximale, c'est la demande évaporative, qui est mesurée par la station météo, fois le coefficient de culture dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que le coefficient de culture, on ne le suppose pas. On le calcule grâce au capteur, comme je vais vous montrer avec les diapos suivantes. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il faut garder à l'esprit que le coefficient de culture, ce n'est pas une constante. Et d'ailleurs, ça s'est montré cette année. C'est-à-dire que vous avez bien vu que cette année, vos vignes étaient beaucoup plus grosses. Et donc, avaient une capacité de transpirer beaucoup plus importante que d'habitude. Donc clairement, j'imagine que dans beaucoup de sites en Provence, on a vu une augmentation de 20 à 50% du coefficient de culture. Donc tous les gens qui utilisent du modèle de bilan hydrique, ça veut dire qu'il faut qu'ils adaptent leur modèle pour prendre en compte le fait que le coefficient de culture est potentiellement beaucoup plus important dans une année comme celle-ci. Alors après, un élément très important aussi, c'est que une fois qu'on a le déficit hydrique, il faut évidemment, pour faire des irrigations, il faut mettre des seuils. Un élément très important, c'est que nous ne sommes pas des consultants. Et il ne s'agit pas de vous dire comme ça de façon un peu à l'aveugle, il faut irriguer à 70% ou à 50%. L'idée de cette méthode, c'est d'adapter la méthode et d'adapter les seuils à des objectifs de production en qualité et rendement. Et donc en fait, nous, on a vraiment un peu de tout, quoi. On a des clients qui sont sur des profils de vin particuliers, donc ils vont chercher le déficit hydrique, et parfois de façon très forte. Et puis il y en a d'autres qui sont sur des profils peut-être un peu moins fruits mûrs, plus fruits frais, si j'utilise le vocabulaire Vivelis. Nicolas, je te prépare le terrain. et donc qui vont sans doute arroser un peu plus, être dans des programmes d'irrigation qui sont un peu plus fréquents. Donc vraiment, un élément important ici, c'est que il s'agit vraiment de constituer des références locales pour que vous, année après année, vous puissiez faire évoluer votre programme d'irrigation et obtenir exactement le produit que vous désirez. Alors après, comment ça se passe une fois qu'on a installé? Donc on installe fin mai, début juin. Donc l'indice de bilan de déficit hydrique, il est là. De 0%, la plante ne transpire pas. 100%, ses besoins sont pleinement satisfaits. Et donc généralement, ce qu'on va avoir, c'est qu'en première phase, on va voir la croissance foliaire. Donc on est en dessous de 100%. Donc c'est pas du déficit. En fait, c'est juste la croissance foliaire qui s'installe jusqu'à atteindre un pic c'est le pic de la croissance foliaire. Et en fait, c'est à ce moment-là que nous, on calcule le coefficient de culture
et qu'on l'établit pour la saison. Et donc c'est à ce moment-là qu'en fait la plante va commencer à... Même si vous voyez encore de la croissance potentiellement, hein, parce qu'on sait qu'on peut avoir des apex qui poussent encore, etc. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le nombre de feuilles en plus à ce moment-là ne va pas vraiment jouer sur la capacité de la plante à transpirer. En fait, elle a déjà atteint son pic et le reste, c'est plus du bruit, quoi. Donc on est au pic de croissance foliaire. Pendant un certain temps, la plante en fait va être un peu au maximum en permanence. Et puis à un moment, on va voir le début de la descente. Donc pour nous, c'est le début de la régulation stomatique. Donc une régulation de la plante, ça ne veut pas dire qu'il y a du déficit hydrique. Ça veut juste dire que la plante met en œuvre un certain nombre de procédés pour contrôler sa transpiration. Voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va descendre tranquillement s'il n'y a pas de précipitation ou d'irrigation. On va atteindre à 70%, on va atteindre ce qu'on appelle le déficit modéré, mais encore une fois, c'est une notion relative. Hein, nous, on considère que 70%, c'est une moyenne des déficits modérés, mais certainement, chez certaines personnes, ça va plutôt être 50% et d'autres 80%. Et donc, à partir de ce stade, évidemment, le viticulteur va potentiellement suivre de façon beaucoup plus attentive ce qui se passe, et après irriguer de façon régulière, sachant que nous, on prône vraiment des apports, des gros apports pour complètement relâcher le déficit hydrique. Donc l'idée, c'est à chaque apport de sortir complètement de la zone de déficit modéré pour y revenir graduellement, et donc d'avoir des apports qui sont espacés de 3 semaines à 4 semaines, quoi, grosso modo. Évidemment, ça dépend de vos types de sols, hein, mais de façon générale, c'est l'idée. Si vous voulez qu'on parle de pourquoi exactement, quelles sont les conséquences sur la maturité, ça c'est des choses qu'on pourrait aborder soit pour les questions, soit à la pause. Et je parlais de parcours hydriques différents. Bon bah là, on vous a mis un parcours hydrique d'un vin rouge très concentré dans le Languedoc. Et donc vous voyez que là, on n'hésite pas à faire plonger le déficit hydrique jusqu'à 20-30%. Parce que ce client, en fait, ça fait 10 ans qu'il travaille avec nous et il a vraiment constitué ses propres abacs. Et il sait que, notamment vers la fin de saison, c'est bien pour la maturation d'avoir un peu de période de déficit sévère. Chose que je ne recommanderais pas du tout pour des rosés. Alors après, quelles sont les dates clés du parcours hydrique en 2018 et on va les comparer à ceux de 2017. Donc au niveau du pic de croissance foliaire, donc rappelez-vous, hein, c'est vraiment le tout début le premier plateau. Donc sur 2017, on était plutôt entre fin mai et mi-juin. Et donc on voit là sur 2018 que sans surprise, hein, il y a entre 2 et 3 semaines de différence avec ça. Donc on est plutôt fin juin, début juillet. Donc ça, c'est clairement un premier indicateur du manque de déficit hydrique. Après, la régulation stomatique, là aussi, hein, fin juin et plutôt mi-juillet. Donc on voit qu'un souvent, il y a à peu près 1 semaine à 2 semaines d'écart, en gros, entre la période où le déficit, le pic est atteint et la régulation stomatique. Donc voilà, donc mi-juillet. Et après, la rentrée vraiment dans le déficit hydrique, on l'a constaté en moyenne fin juillet jusqu'à la mi-août. Donc vous voyez, donc en gros, on a atteint les premiers déficits hydriques soit à la véraison, soit juste après. Donc c'est vraiment exceptionnel, hein, puisque d'habitude c'est quand même début juillet, dans la première quinzaine de juillet. Donc voilà, là je pense que ça confirme un peu tout ce qu'on avait vu au niveau météo, mais clairement au niveau déficit hydrique, en tout cas dans les zones qu'on a surveillées, c'était très tardif. Par contre, comme disait Alice tout à l'heure, c'est pas parce que c'était tardif qu'il n'y en a pas eu. Donc on est rentré dans le déficit et il y a certains sites qu'on a vu plonger 50-40%, c'était complètement possible. Et donc clairement, irriguer, c'était quand même, ça pouvait être intéressant, mais il fallait certainement irriguer beaucoup moins que d'habitude. Donc en conclusion, un déficit hydrique tardif, une gestion du déficit hydrique qui en fait était un peu à l'inverse de d'habitude. Là, l'irrigation, il y avait très peu d'irrigation à apporter et très tardivement. Mais clairement, c'est toujours les questions qu'on se pose, quoi. Quand est-ce qu'il faut apporter la première irrigation, quel volume,
Et là aussi, c'est l'intérêt de ce genre d'outil, c'est que le volume peut être vraiment réfléchi grâce au capteur, puisque vous pouvez voir l'efficacité de vos irrigations finalement, et à moduler en fonction du sol, et aussi bien sûr des objectifs de production. Voilà, donc là pour les dernières slides, c'est un peu la transition avec Nicolas. Donc sur la période 4, on passe on a évidemment le déficit hydrique qui reste très important. Les températures maximum et le VPD, donc là je vais vous montrer un peu quelques données, et puis donc on va voir avec Nicolas la fin de l'accumulation active des sucres, et puis le décalage qu'il peut y avoir entre cette fin active et la maturité phénolique et vendange. Donc au niveau précipitation, il y a quand même eu des précipitations. Hein. En fait, on a eu notre orage du mois d'août. Donc ça a sans doute beaucoup aidé aussi à diminuer le déficit hydrique. Un élément très important dont on parle beaucoup, nous, c'est le déficit en vapeur d'eau. Donc, qu'est-ce que c'est ce déficit en vapeur d'eau? C'est ce que j'appelle l'effet four, en fait. C'est à quel point l'air est chaud et sec. Et donc, ça, c'est un élément important parce que même si la vigne n'est pas en situation de stress, ça peut provoquer ça peut avoir des conséquences sur le feuillage, et donc vous pouvez voir des flétrissements, des feuilles qui se jaunissent, etc. Et donc c'est pas parce que vous avez des feuilles jaunies que vous avez du déficit hydrique. En fait, c'est juste que la plante n'est pas capable de supporter l'environnement. Et donc pour moi, ça c'est un des grands défis des prochaines années dans la gestion de la vigne dans la région, c'est que si ça se trouve, on n'aura pas forcément besoin d'irrigation, en tout cas pas plus que maintenant, mais on aura besoin de trouver des moyens de gérer l'environnement pour que la pression climatique soit moins forte sur les vignes et les fruits. Parce qu'on voit là, hein, on a l'habitude de la Californie, donc on a l'habitude de voir des chiffres élevés, mais quand même sur Canet des Morts, plus de 40 événements sur 40 événements, c'est que partie de juillet? Ou c'est surtout la saison? Juillet-août. C'est beaucoup, c'est vraiment vraiment beaucoup. C'est le genre de choses qu'on ne voit qu'à Napa ou dans les zones vraiment très, très, très chaudes de la Californie. Donc clairement, ça c'est un facteur de risque pour la qualité du vin et notamment des rosés. Et on voit hein, que sur d'autres, sur Rognes, c'est quand même beaucoup plus bas. Et à la Clappe, à l'ouest, à Narbonne en gros, on a des pressions qui sont beaucoup, beaucoup moins fortes. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment un gros challenge pour la région. Voilà, donc encore une fois, hein, des précipitations abondantes, des fortes chaleurs, l'importance de protéger la vendange avec l'irrigation. Donc là, il y a cette question de la réglementation, je pense, qui est aussi une question très importante dans la région. Et aussi cette question, potentiellement, on l'avait vu, on en avait déjà parlé l'année dernière sur potentiellement l'importance d'irriguer après vendange dans des années très très sèches. Bon, c'était pas le cas, mais ça peut être important pour la mise en réserve. En tout cas, pour nous, c'est une question de recherche.